On reçoit aujourd'hui dans l'émission donc l'électronicien, parce que tu es électronicien. Un vrai électronicien. Un vrai de vrai électronicien, Serge Humpich, qui est à l'origine d'une des histoires les plus folles de hacking en France. Petit teasing, on peut résumer par tu as trouvé une faille dans le système des cartes bancaires qui t'a mené notamment à avoir une peine de prison. À être condamné à. Voilà, mais c'est différent. Sursis. Exactement. Petite mise en contexte, tu me dis si je me trompe. On est dans les années 95 environ, donc toi tu as une trentaine d'années, tu travailles dans les salles de marché. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Et c'est là que toi tu aimes bien bidouiller, donc démonter des choses pour les comprendre. Et tu vas démonter un terminal de paiement. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Pourquoi j'ai attaqué la carte bancaire? Parce que c'était quand même un objet central dans nos vies et que si j'y arrivais, c'était quand même conséquent. Ce qui m'a beaucoup intéressé, alors ça c'est vraiment peut-être anecdotique, mais pour moi ça jouait, c'est que le terminal de paiement était assez gros, hein, pas miniaturisé comme aujourd'hui. Le fait qu'il soit gros, il y avait de bonnes chances que nous ayons à l'intérieur des boîtiers dits plastiques, hein, des boîtiers DIP, c'est-à-dire en dixième de pouce, donc je vais pouvoir accrocher mon analyseur logique dedans. Donc c'est plus simple pour travailler, j'imagine, d'avoir un peu d'espace. C'est l'espace, mais aussi le fait qu'on voit passer les bus d'adresse, etc. Aujourd'hui, quand tout est fondu dans un soft, un composant qui contient tout, il faut débugger avec les possibilités de débugage qui sont prévues, mais oui, j'ai passé des mois avec un analyseur logique sur le processeur. Donc, je voyais les cycles fetch, je voyais les bus de données, les bus d'adresse, etc. Et alors là, je vais vous donner une anecdote technique. C'est comment, parce que ces terminaux, quand vous les achetez, il vous faut une carte commerçant. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça pour l'activer. Et là, le problème que j'avais, c'est que j'avais 2 mégas de mémoire de RAM et tout. Le programme se trouvait dedans. J'ai jamais raconté, hein, c'est une primeur. Hein. Allez. Et le programme se trouvait dans cette RAM. Et si vous touchiez le moindre truc avec l'oscilloscope, ça se déprogrammait. Là, c'est la rage. Parce qu'il ne sert plus à rien. Donc, il faut faire très attention. Comment je vais sortir ce qu'il y a dans cette RAM? Parce que l'EDEPROM qu'il y avait, c'est facile. Je la sortais, je la mettais dans un lecteur et je l'avais. Mais c'était pas dedans tout ce qui traitait de la carte. En tout cas, en très grande majorité. Parce que, donc, pour expliquer, c'est comme c'est de la mémoire qui, qui est persistante. Alors que la RAM, c'est beaucoup plus compliqué, c'est ça? Voilà, la RAM, là, elle était programmée. Hein, et puis, j'ai pas accès, je peux pas la sortir. Si je la sors, elle est perdue. Okay. Alors, il fallait que je la sorte. Et ça m'embêtait, je pouvais pas travailler. Alors, c'est là les petites astuces, quoi. J'ai pris une carte à piste quelconque et je l'ai passée parce qu'il y avait aussi un lecteur de carte à piste. Alors, évidemment, il me dit erreur. Bon, j'avais ouvert le boîtier, je prends l'oscilloscope, je le mets sur le bit d'adresse du poids fort du processeur. Au moment où je passe la carte, il y a la courbe, un oscillateur analogique, l'oscilloscope, hein, pensez à l'époque, elle reste en haut ou en bas. Mais je sais que le bus d'adresse, il n'a pas trop oscillé, on pouvait s'en douter. Hein, c'est une petite routine quelque part, hein, une petite fonction qui doit lire la piste. J'essaye sur le... Je croise les doigts là, hein, je repasse la piste sur le bus d'adresse d'après. J'ai réussi à en passer 8. Hein, sur 16 bits, ça veut dire qu'il ne reste plus que 256 octets où se trouve cette fonction. Allez, c'est évident que ça c'est dans l'EDEPROM. Allez, je vais regarder dans l'EDEPROM, j'avais écrit mon désassembleur, je passe dessus et je suis tout de suite dans cette fonction-là. Ensuite, il y avait un petit bus, il y avait dans la documentation... On perd du monde dans le chat. Accrochez-vous, courage. En gros, vous avez vraiment chaque étape, genre, c'est comme si aujourd'hui, j'essaie de faire l'analogie, on allait ligne par ligne dans le code, vérifier est-ce que le code fait ça, est-ce que le code fait ça. Sauf que là, on est vraiment sur du dur, et du coup, vous vérifiez sur les oscillations dans les octets, c'est vraiment, vous avez une machine qui vous fait haut, bas, et vous vous dites, ok, là je touche sur le bon bout de la logique. Où se trouvait le programme. Voilà. Okay. Et j'ai comme ça vidé avec un double checksum tout le contenu de la RAM dans mon PC, qui avait aussi un programme et qui l'a sorti. Okay. Et du coup, c'est le genre de grand moment que personne ne sait. Et donc c'est après que je vais trouver tout doucement en passant la carte et en déclenchant un analyseur logique bien configuré. Où est-ce que ça se passe? Après, je peux assez facilement trouver où est-ce qu'on l'allume, où est-ce que tout ce que je voudrais, quoi. Hein. Et après, j'ai essayé d'extraire toute la partie qui gère la partie sécurisation de la carte, ce qui l'authentifie, ce qui n'est pas du tout, c'est différent du code secret. Hein. Le code secret vous dit est-ce que c'est bien vous qui l'utilisez, c'est quelque chose de facile à utiliser. L'authentification dit je suis une vraie carte, hein, et pas un peu comme
En ayant changé ça, après, c'est comme si j'avais fait un faux billet, disons, de 210 €, indubitablement considéré comme vrai, quoi. En gros, il y a la capacité de créer une carte de toute pièce. Vraie carte, ouais. Entièrement, puisque j'ai mis des numéros de carte bancaire qui étaient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça passait. C'est comme ça que j'avais acheté à l'époque une dizaine de tickets de métro, oui, avec des numéros comme ça, complètement fantaisistes, pour montrer qu'effectivement tout était fichu, quoi. Attends, juste que je comprenne bien. L'argent, du coup, il venait d'où dans ces cartes-là? Là, il n'y a pas vraiment d'argent, puisque en fait, le terminal considère que c'est une vraie carte. Ouais. Il va sortir la facturette et lui, il envoie un ordre de débit quelque part. D'accord, Donc, la question est plus, où va cet ordre de débit? Il doit aller quelque part sur un ordinateur qui ne sait pas à qui ça va. Okay. Ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui était assez quand même précurseur à l'époque. C'est vous partez du principe que l'autorisation et l'identification de la carte, c'est-à-dire, bon, je suis une carte et je suis autorisé parce que j'ai mis le code, vous partez du principe, tout se passe dans ma carte. Et du coup, le système... Et le terminal, ouais. Et le système, le terminal, lui, il va vérifier ce que vous lui donnez et vous partez du principe, lui, il vérifie juste si ce que j'ai forgé est vrai. Mais il vérifie pas si la transaction, elle part derrière ou des choses comme ça. Et du coup, ça, aujourd'hui, ça paraît tellement logique quand on programme de faire ça, mais à l'époque, c'était hyper précurseur d'avoir cette logique. Je sais pas comment vous êtes arrivé à vous poser cette question. Toujours de l'observation extérieure. J'ai bien vu que le terminal n'était pas forcément relié au moment de la transaction. Donc, toute l'information s'y trouvait. Vous avez trouvé ça, vous êtes allé voir le consortium, j'ai oublié son nom, c'est un nom très compliqué, mais le consortium, le GIECB, voilà. Voilà, le groupement des... L'association des banques. Avec donc avocat et huissier. Un avocat, puis un conseiller en propriété industrielle, disons ce que fait l'ingénieur de base, pour s'entourer un tout petit peu, oui. Et donc, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens où vous avez littéralement montré que l'entièreté de leur système était faillible? Le problème que j'avais, d'abord, c'est que c'est comme si j'avais vu une soucoupe volante. Personne ne me croyait. Ça, c'est assez dur. Il y a des gens qui voulaient bien me croire, j'avais trouvé quelque chose, mais ils ne savaient pas trop quoi, ils ne comprenaient rien. Voilà, enfin, en gros, personne ne me croyait, quoi. D'où la difficulté de discuter avec eux. Eux-mêmes, ce n'est pas des techniciens du tout, plutôt des juristes, des anciens policiers, de ce que j'en ai entendu. Au début, les discussions ne sont pas très simples. C'est pour ça que j'ai, au bout d'un moment, allé retirer, fait une démonstration. Parce que là, je savais que ça allait les intriguer, ils allaient le passer à quelqu'un d'autre, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui va quand même regarder, qui va, lui, s'inquiéter vraiment. Et alors là, je vais vous étonner, donc un matin, donc je prends ma voiture, je vais à mon travail, là, je me dis, tiens, il y a une place de libre, là, ça arrive jamais. Parce que je pense aujourd'hui, à chaque fois que je vois une place de libre. Hein. Donc je me gare et je me fais arrêter, mais alors par une flopée de gens. Au début, j'ai cru qu'ils voulaient voler ma voiture, j'ai pas tout compris. Mais je voyais qu'ils étaient tellement nombreux que là, j'ai vu que c'était crédible. Donc là, ils m'arrêtent, assez violent les premières minutes. Et donc c'était une Et arrestation, il faut comprendre que j'ai éprouvé du soulagement. Vivre quand personne ne vous croit, c'est dur. Quand vous croyez. Donc là, voilà, là, il y a quelqu'un qui m'a cru. J'étais pas fou. Mais qui vous a envoyé en garde à vue, c'est ça? Ça, c'était assez présent. Bah oui, j'étais, je crois, une quarantaine. Hein. Ah oui. Ils ont fouillé pendant ma maison pendant plus de 12 heures. Le moindre post-it était photographié. Alors, il y avait 64 fils sur le terminal de paiement qu'ils ont trouvé. Ils voulaient faire une photo, enlever un fil, refaire une photo. Ah oui. Mais quand même, pour se restituer le contexte, on est fin années 90, quelque chose comme ça. On est dans un monde où les piratages, c'était quelque chose d'extrêmement rare et d'extrêmement peu médiatisé. Et du coup, vous arrivez de manière éthique à essayer de dire là on a un problème et l'accueil est froid, l'accueil est violent, l'accueil est super froid, les gens vous croient pas, mais aujourd'hui en fait on écoute cette histoire, on se dit c'est hallucinant, pourquoi personne l'a cru, mais on était à une époque où ça arrivait jamais ces trucs comme ça, quoi. Genre, je pense aussi que l'objectif était trop gros. Aucun professionnel n'aurait tenté ce que j'ai fait. J'ai vu la juge après, qui a même été très menaçante. Son problème, c'était que je ne devais pas communiquer. Ça, elle voulait surtout pas. Et c'était leur problème, quoi. Il fallait étouffer l'affaire. Là, on m'a quand même bien menacé à ce moment-là.
Et pendant un an, bon, que j'ai laissé couler, on n'a rien dit. Un an quand même, c'est assez long à l'époque à vivre. On était un petit peu avant l'an 2000, donc ils ont prétexté le bug de l'an 2000. Le truc n'existe pas là. Et toutes les cartes et tous les terminaux ont été changés. Ouais. Ils ont changé tout le parc. Les cartes, de toute façon, elles changeaient, je crois, tous les 2 ans déjà. Le cycle a fait le tour. Je ne sais pas s'ils l'ont accéléré un peu, mais tout a été changé. Ouais. Est-ce que vous savez s'il y avait de la détection à l'époque? Imaginons, quelqu'un de malveillant avait trouvé cette faille, il aurait retiré l'équivalent d'aujourd'hui 1 000 €, quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un aurait été en mesure, à votre connaissance, de détecter ces transactions et après de retracer un acteur malveillant? Parce que vous l'avez fait, vous avez révélé quelque chose, et du coup, tout le monde vous a pointé du doigt, mais est-ce qu'ils se sont déjà posé la question, si cette personne n'était pas là pour trouver cette faille, est-ce qu'on l'aurait un jour détecté? Je pense que s'il a fraudé massif, forcément. Pour le reste, moi, j'ai pas d'informations sur comment ils font. J'ai des informations de temps en temps sur le fait que c'était le début de ces cartes-là. Je sais par exemple que les fur et à mesure des achats, à chaque achat, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la carte. Il y a une trace. Et bon, il fallait dimensionner ça. Et en fait, ils ont pris le nombre d'achats moyens des gens. C'est stupide, la moitié des gens, au bout d'un moment, leur carte, elle ne marche plus. Il y a eu quelques erreurs comme ça qui ont été faites. C'était une époque de tâtonnement encore, où tout n'était pas forcément bien. Mais je n'ai pas d'informations de l'intérieur. J'ai tout fait. J'ai tout trouvé. Je n'ai même pas de documentation technique. Il y a eu un jugement. Tu as eu 18 mois de prison avec sursis, c'est ça? Si je ne me trompe pas. 10 mois, pardon. Quelque chose comme ça. Ouais. Et un autre truc, c'est que... Alors ça, je suis curieux de savoir quelles ont été leurs justifications, mais tu t'es fait licencier à ce moment-là de l'entreprise dans laquelle tu étais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'étais en vacances, puis quand je suis rentré le premier jour, ils m'ont viré. Ouais, après plus de 10 ans chez eux quand même. Hein. Ah ouais. Ah, les salauds. Aïe, aïe, aïe. Comment on est arrivé on n'en parle pas pendant un an il y a une médiatisation du sujet? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les policiers m'ont arrêté, il y a une chose que j'ai vue dont ils parlaient beaucoup et qui avait l'air très important pour eux, c'est que mon avocat, avec lequel j'étais voir le groupement de bancaires, lui est tombé. Et apparemment, un avocat qui se fait perquisitionner ou arrêter, etc., c'est quelque chose de rarissime et de grave. Du coup, c'est un avocat de la profession qui vient défendre un autre avocat et moi. Il n'y a pas n'importe qui est venu. J'ai eu cette chance-là. François Cornet de Saint-Cyr. Donc j'allais le voir. Lui, il a un certain recul sur tout ça. Et au bout d'un an, il m'a dit, bon là, vous allez au procès, vous allez avoir des ennuis. Il va être temps maintenant de vous défendre un peu. Prenons du recul. Maintenant, on va communiquer. Ce qui a pris, c'est que les premières émissions ont été attaquées par le groupement des cartes bancaires, France 3, les Carl Zéro. Les émissions n'ont pas pu paraître. Donc ça, évidemment, ça c'est dans la profession, quand on arrive à interdire des émissions ou des sujets. Je sais que le ton a beaucoup monté à un moment donné, parce que le groupement, à la fois, disait que j'avais rien trouvé, mais en même temps, il voulait surtout pas en parler. Évidemment, c'était pas crédible, quoi. Alors, ils prenaient le chou, apparemment, avec plusieurs journalistes qui ont vraiment compris qu'il se passait quelque chose. Vous voyez, c'est pas moi. C'est pas mon action, c'est pas tellement ça. C'est leur position qui était pas claire, qui devenait intenable. C'est un fait de société qui me dépasse. Et c'est ça qui a explosé. Moi, j'étais juste le gars qui passe, qui a appuyé sur le bouton, quoi. C'est rare de trouver des failles qui ont des impacts aussi larges. Larges, quoi. Mais en fait, c'est surtout un truc qu'on ne se rend pas compte, c'est parce que vous et d'autres personnes ont fait ce genre d'action qu'aujourd'hui, moi et d'autres, et toute la communauté de hackers éthiques, on arrive à pouvoir faire notre travail aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, le gouvernement, il dit aux chercheurs, allez-y, trouvez des failles et vous l'envoyez à l'ANSSI. Et du coup, maintenant, il y a même une loi du numérique qui dit... si la personne est bienveillante, elle a le droit de pirater. Aujourd'hui, il y a une communauté de gens qui ont trouvé une motivation pour aller chercher des choses, etc. C'est la première chose que je vois, quoi. Une énorme popularité chez les jeunes, quoi, qui se rentrent dedans. On aime péter les trucs. À l'époque, il y avait un peu, mais aujourd'hui, avec les réseaux, etc., il y a ça. Donc, une très grande force dedans, et il y a aussi... une grande maturité sur beaucoup de choses spécialisées aujourd'hui pour protéger, attaquer, etc. Et encore pire, toute une série de normes qui sont arrivées. Tu referais tout pareil? J'ai eu une belle vie. J'ai vu plein de choses différentes. C'est une véritable expérience de vie, c'est une aventure humaine. Moi, jamais j'ai souhaité être connu un jour. C'est quelque chose de...
J'aurais jamais imaginé. Donc j'étais pas prêt. Donc j'ai découvert tout ça comme ça, mais j'ai découvert qu'est-ce que c'est qu'un studio télé, qu'est-ce que c'est, comment se marchent les journalistes, comment marche la police, comment c'est une garde à vue, comment c'est quand on écrit un livre, comment c'est dans les milieux de l'édition, comment les gens se parlent, comment... Et puis j'ai aussi un retour de contact de toutes les périodes de ma vie. Les gens avec qui j'étais enfant, les gens j'étais au lycée, les gens j'étais de partout. On retrouve des gens qui me recontactent. Donc oui, finalement, c'était pas mal. Et puis après, professionnellement, je me suis retrouvé avec un boulot à l'autre bout du monde, quoi, hein, un boulot intéressant. Donc j'ai vu d'autres pays. Un conseil pour les jeunes hackers, tiens, faites un truc original que personne n'a jamais fait. Pas forcément difficile, mais original. Et là, tout le monde parlera de vous. Parce qu'ils ont un truc à dire, parce que c'est nouveau. Voilà. Choisissez votre cible. Une grande partie du travail est là. Ronnie, le jeune que vous avez vu dans cette vidéo, nous avait également raconté comment il avait trouvé des failles gigantesques dans des très grosses boîtes, comme Epic Games. Ils doivent en avoir un peu marre de lui, c'était dans cette vidéo. Je vous laisse aller voir.